Bonsoir, bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette soirée du 14 juillet. Il est 19 h, le temps d'information sur la première. Voici les titres de cette présente édition. Le 14 juillet, un défilé tout en symbole, partout et notamment ici à Papeete, du monde dans les rues pour un moment de communion. L'arrivée du gouvernement ici du Tavini, malgré tout, était aussi dans les pensées. Respect et concorde furent les maîtres mots ce matin, les réactions politiques en début de journal. Justement, nous recevons un invité ce soir dans ce journal. Il s'agit d'Eric Spitz, le haut-commissaire. Nous parlerons avec lui de la Polynésie, de l'État, mais aussi de la vie quotidienne au Fénois. Merci monsieur, à tout à l'heure. La délégation polynésienne à Paris a une nouvelle responsable. Nous irons la découvrir pour une mission essentielle, accompagner les enfants du Fénois en métropole et servir de vitrine à la Polynésie à un an des Jeux Olympiques. La mission n'en devient que plus intense. Le Doré est à l'arrêt, le bateau se refait une nouvelle beauté, le carénage est l'objet de tous les soins. Chaque 2 ans, c'est une obligation. 15 jours sont au minimum nécessaires pour cet ouvrage. Visite de chantier dans un instant. Le sport traditionnel à la fête pendant 3 jours. Aujourd'hui, cela se passe au musée des îles. La vivacité des sports légués comme un témoignage des anciens est certaine. La relève dans les archipels est là et le niveau, lui, monte. D'ailleurs, on s'intéresse au javelot dans cette édition. Nous vous le disions dans les titres, un 14 juillet, c'est en apparence une revue de troupes. Les corps constitués au service de la nation défilent, comme le rappel de l'idéal de 89, voici pour l'histoire. Et puis il y a également le moment politique du Fénois, la présidence de Motai Broderson, avec un mot en commun ce matin, respect et concorde, récit David Chang et les images d'Aroé Tefafana. C'est un 14 juillet aux multiples nuances de bleu. La présence du gouvernement à la fête nationale, c'est la réponse au geste du haut-commissaire le 29 juin dernier, un signe de respect mutuel. C'est une fête républicaine, je suis un indépendantiste républicain, donc en tant que député, j'ai toujours, quand mon agenda me le permettait et que j'étais ici, j'ai toujours assisté au 14 juillet. Donc, symboliquement, c'est aussi le jour de l'indépendance de la France. Donc. Les membres tahitiens qui sont allés justement aussi en guerre pour la France, donc c'est une commémoration et aussi c'est un respect par rapport à la France. Respect que l'on retrouve parmi les députés nationaux, mais entre Temat Ailegaïk et Steve Chayou, la différence se trouve dans la tenue vestimentaire. Steve, lui, revêt l'écharpe républicaine, tout un symbole. Nous sommes députés de la République et nous représentons l'entièreté de la nation et c'est notre rôle et c'est pour ça que nous sommes là dans le respect des institutions de la République, mais en étant quand même indépendantistes. La population venue admirer les uniformes et défiler est ravie de cet apaisement, mais plus que du respect mutuel, elle demande un travail main dans la main entre le pays et l'État. C'est très important qu'ils sont ensemble, l'État et ce gouvernement mis en place pour la population, qu'ils soient indépendantistes ou autres. Il faut voir l'avenir. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, on assiste et demain, il faut améliorer. Au-delà de la politique locale et nationale, le 14 juillet reste un moment spécial pour ces protagonistes qui défilent devant des familles, le cœur rempli de fierté. Et dans les îles, le 14 juillet, c'est un jour de fleurs et de partage également, du nord au sud de la Polynésie, des défilés, des danses et de la musique, un recueillement et un moment de rassemblement qui parle au cœur des hommes et des femmes de ce Fénois, hommes et femmes d'aujourd'hui. Tour d'horizon avec nos correspondants tout de suite. Je suis venue à cette manifestation du 14 juillet comme tous les années pour profiter de cet événement pour voir les amis d'abord, la famille, mais surtout pour profiter des prestations de tout le monde, de faire des échanges et surtout de voir chaque spectacle de chaque association aussi. En fait, je crois qu'il n'y a pas de changement. On peut dire qu'une fête nationale, on va dire une fête nationale, ça restera toujours national, mais Heiva, dans le mois de juillet, c'est grandiose. J'ai insisté aussi sur le mot ensemble. Ensemble, c'est important, ça montre tout ce que nous avons réalisé et nous pouvons faire. J'ai évoqué aussi le Festival des Australes, qui reste un souvenir très marquant pour nous tous. Le 14 juillet à Paris, pas loin d'une centaine d'avions dans le ciel et plusieurs milliers de militaires pour le traditionnel défilé. Parmi eux, 240 soldats venus d'Inde. Le Premier ministre de ce pays était l'invité d'honneur du président Macron, un partenaire privilégié dans l'axe Indo-Pacifique, cher à la France, et bien sûr, une foule immense pour suivre la parade. Bref, de quoi donner une émotion certaine et toute patriotique à nos valeureux engagés venus des territoires de l'outre-mer.
Voilà donc pour ces images. Partie invitée dans le journal. Bonsoir, monsieur le haut-commissaire. Bonsoir. Merci d'être ici avec nous. Alors, on l'a vu, un 14 juillet consensuel ici à Papeete. Oui, un 14 juillet consensuel. Je crois que votre reportage résume mieux qu'un long discours la situation et les deux mots que vous avez employés, respect et concorde, entre l'État et le gouvernement. Qu'est-ce qui fait sens? C'est l'idée de République ou c'est l'idée de France? Ou les deux à la fois? Non, ce qui fait sens, c'est qu'on a une préoccupation commune avec le président du gouvernement actuel comme avec le précédent, c'est de répondre aux préoccupations quotidiennes des Polynésiens. Donc le logement, la cherté de la vie, la santé, le développement durable, ce sont des chantiers qu'on va aborder ensemble dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et j'espère que les Polynésiens en verront la traduction dans leur vie quotidienne. Et en même temps, il y a une année de présence ici de votre part. Et en même temps, on a l'impression aussi d'une volonté de modestie, d'humilité, d'écoute. On l'a vu lorsque vous êtes allé le 29 juin déposer une gerbe juste avant le rendez-vous du Taveni à Fa. C'était nécessaire de faire ça pour se dire on construit des ponts. C'est compliqué de construire des ponts d'ailleurs. C'était moins compliqué parce que, comme vous le savez, en Polynésie, tout passe par les personnes. Je connaissais déjà les trois principaux dirigeants indépendantistes, donc ça a été moins compliqué. Mais on avait le sentiment, Moïse Boverson et moi, d'écrire une page d'histoire qui était vierge quand il est arrivé au pouvoir. On s'est mis d'accord le 29 juin pour que lui aille se rendre sur la commémoration des autonomistes et que moi j'aille faire un geste et déposer une gerbe pour toutes les personnes tuées, tahitiennes et françaises, lors de cette bataille. Quel est votre constat, vous qui connaissez bien ce territoire? Vous avez servi la France et ce territoire en 2008 déjà comme haut fonctionnaire. C'est une page à écrire, c'est une étoffe déchirée où vraiment cet esprit de concorde qu'on a vu ce matin, il est encore fort pour ensemble passer les défis du temps qui arrive. Ce qui me frappe, moi, c'est la différence avec l'Hexagone. C'est que dans l'Hexagone, on a maintenant une société morcelée, divisée, ce qui a donné le conflit des Gilets jaunes, ce qui a donné les émeutes auxquelles on a assisté il y a quelques semaines. La société polynésienne, elle est encore rassemblée. Et c'est son bien le plus précieux, c'est ce qu'il faut conserver absolument. Vous parliez de la vie quotidienne. De quoi vous parlez avec le président Broderson? Est-ce que l'indépendance, le référendum, ça fait partie des discussions quotidiennes? Ou vraiment on est déjà dans le dur, dans la vie quotidienne des citoyens? Notamment la question de la CPS, on va y venir. Non, mais jamais on a parlé de ça. À ma descente d'avion et dans les mois qui ont suivi, j'ai parcouru la Polynésie. On m'a parlé que d'emploi, de logement, de problèmes de la vie quotidienne des Polynésiens. On n'en a pas parlé non plus pendant la campagne électorale. Je ne vois pas pourquoi est-ce que le président Broderson et moi, on en parlerait. Non, on parle des problèmes quotidiens et des dossiers à venir, comme les Jeux Olympiques. Il y a une réunion très importante vendredi dernier et nous y travaillons fort pour que la Polynésie donne une belle image aux milliards de téléspectateurs qui vont regarder dans le monde. Un dossier qui est, j'allais dire, au carrefour de l'histoire, de la mémoire, mais aussi de la réalité économique charnelle de beaucoup de Polynésiens, c'est la question des maladies radio-induites. On en est où avec la CPS? Vous avez annoncé que l'État devrait aider le pays à hauteur de 5 milliards cette année et l'année prochaine. Enfin, alors que, par exemple, comme M. Galenon, le syndicaliste, il demande beaucoup plus. C'est vraiment un discours réaliste que vous tenez? Alors, il faut être extrêmement clair. L'État s'est engagé à rembourser les dépenses réalisées par la CPS pour soigner des personnes atteintes du cancer et reconnues par le comité d'indemnisation aux victimes. Ces personnes, en ce moment, elles sont entre 300 et 400, mais comme on a créé une mission à l'Evert au sein du Haut-Commissariat, son nombre augmente. Donc là, c'est la CPS qui a proposé de rembourser avec un forfait de 71 000 euros par cancer. Donc moi, je fais une simple multiplication, 400 fois 71 000, et puis je me dis qu'il y en aura peut-être encore 100 ou 200 dans les années à venir, ce qui donne approximativement 5 milliards. D'autres personnes souhaitent que l'État rembourse la CPS pour tous les cancers depuis 1985. On aura quand même du mal à me faire croire qu'il n'y a pas du tout de cancer dans les États où il n'y a pas eu d'essais nucléaires. Un petit mot, justement, cette cellule à l'Evert qui est consécutive à la visite du président Macron ici. Est-ce que ça change aussi le rapport à l'État? Parce que vos agents, ils vont partout. Ils étaient au Tuamotu, ils vont partir aux Marquises à la fin de l'année. Est-ce que ce rapport de proximité, il change aussi ce rapport à la France?
Oui, il faut absolument que ce rapport change. Je rappellerai déjà à vos téléspectateurs que 80% des fonctionnaires d'État sont des Polynésiens. Donc on ne peut pas dire qu'il y a même des services comme la police où il n'y a plus que 12 policiers qui viennent de métropole. Donc les 80-85% des agents du Haut-Commissariat sont Polynésiens. Et effectivement, toutes les personnes qui composent cette mission Aller Vers sont polynésiennes. Certaines sont même d'anciens membres d'associations qui luttaient contre l'État en ce qui concerne le nucléaire, notamment Moura et Tatou. Il y a un chiffre qui fait sens, c'est 200 milliards, c'est ce qu'apporte l'État chaque année ici sur le territoire. On a souvent senti quand même l'État un peu frileux sur sa communication. Est-ce que c'est un chiffre que vous allez répéter aux citoyens de ce territoire et qui vous semble important? Oui, il me semble important que nos concitoyens aient quelques chiffres en tête. Donc 200 milliards, effectivement, c'est ce que verse l'État sous forme de subventions et non pas de prêts, parce que j'ai entendu dire un peu n'importe quoi pendant la campagne électorale, mais j'étais tenu au devoir de réserve. Donc il verse à peu près 100 milliards au pays. 17 milliards aux communes et 83 milliards pour financer les compétences qu'il exerce. Voilà, pour avoir un ordre de grandeur, le budget du pays, c'est 183 milliards. Mais par exemple, l'État paye directement tous les professeurs et ça fait rien que ça, 68 milliards de dépenses. Donc l'État protège les Français, c'est la sécurité, c'est la construction d'abris anticycloniques, il y en a déjà 9 de construits. L'État s'occupe de la vie quotidienne des Français. C'est le RSMA, par exemple, pour tirer les jeunes, les remettre pour 94% d'entre eux dans un circuit de l'emploi. Et puis l'État aussi protège l'environnement, le développement économique, c'est la défiscalisation, que je ne compte même pas dans les 200 milliards. Une dernière question, ce matin, il y avait la garden party traditionnelle. Oui. Vous avez tenu un discours qui est revenu sur la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, mais à le lire, il y a un ton. Vous avez une relation sensible à ce territoire. Excusez-moi, j'ai presque envie de dire qu'elle est charnelle, en tous les cas, dans vos mots. Vous aimez passionnément ce territoire? Oui, j'aime passionnément ce territoire et plus que ces très beaux paysages, surtout les gens qui vivent ici et qui méritent notre attention et qui méritent notre implication et notre bienveillance. Donc un haut-commissaire heureux? Oui, je suis un commissaire heureux et j'aimerais dire aux gens Yanui te aura. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en cette soirée de 14 juillet. Très belle soirée à vous. C'est comme un point d'ancrage dans le Grand Paris, la ville des Lumières qui fait peur lorsqu'on vient de loin. Un phare donc que cette délégation de Polynésie pour tous les enfants du Fénois qui vont s'immerger en métropole. Cette structure a une nouvelle directrice. Son portrait, signature avec nos confrères parisiens Emmanuel Gire et Massimo Bulgarelli. 34 ans, chef d'entreprise, installé en région parisienne depuis 2007, titulaire d'un master en communication publique et politique, on l'a connu comme attaché parlementaire de Mian Assage. C'est une adepte du crossfit, mais sa priorité du moment... C'est l'accueil des étudiants polynésiens dans l'Hexagone pour leurs études. Alors le volume des étudiants, la difficulté c'est qu'on ne le connaît pas exactement. On connaît aujourd'hui le nombre d'étudiants boursiers. L'année dernière, on était à 280 étudiants, des boursiers du territoire. Mais on a un suivi très difficile sur les boursiers d'État et un suivi inexistant sur les autres étudiants qui peuvent être amenés à venir faire leurs études ici. 390 arrivants de Polynésie en 2022, dont 284 étudiants boursiers du territoire. C'est extrêmement important dans le cadre du programme Mobile Jeunes qu'on a mis en place de façon à favoriser la mobilité des jeunes des collectivités d'outre-mer pour leur arrivée en métropole et s'assurer qu'ils ont toutes les informations nécessaires à une expérience réussie en métropole. Une prise de fonction menée tambour battant pour la déléguée sur 2023-2024. On ne compte plus les rendez-vous d'importance pour la Polynésie. Cette année va être un peu une année de la Polynésie. J'arrive sur des projets de grande ampleur comme Paris-Plage qui marquent un peu le début à la fois de ma prise de poste et à la fois de ce partenariat avec la ville de Paris. Une venue de la mer de Paris dans le Pacifique et particulièrement en Polynésie française à la mi-octobre jusqu'aux Jeux Olympiques, évidemment, avec la vague de Chopo qui est le seul site ultramarin et hors de l'Hexagone à accueillir une épreuve des JO. Elle est le choix du président Brotherson, mais elle n'est pas au Tavini. Sa feuille de route à la délégation est claire. On est en train de réfléchir à la fois avec les équipes du président et à la fois avec les équipes qui sont ici à Paris et qui vivent le quotidien de cette délégation à la façon de la structurer pour qu'elle devienne un vrai outil utile aux communautés, qu'elles soient des entrepreneurs, qu'elles soient des associations ou aussi des institutions.
La délégation monte en puissance, un community manager et un responsable ressources humaines viennent renforcer l'équipe. Sarah Teritao-Miho est aux commandes. Son projet pour la délégation pourrait faire date dans la mandature Brotherson. Et le Dory se refait une santé, une beauté. Ce navire est l'un des 3 à desservir certains atolls des Tuamotu, vous le savez. Et tous les 2 ans, passage en carénage, c'est obligatoire. Le navire est à sec pour au moins 2 semaines. Objectif, reconditionner l'extérieur de la coque et changer les pièces usées par le temps et la navigation. Tour de chantier ce matin à Papeete avec Aline Liénard et Jacques Damour. Férié ou non, les Tuamotu n'attendent pas. Alors les 4 sociétés de prestataires s'activent. Le contrôle technique a lieu lundi. Il faut se dépêcher de souder la 40aine de morceaux de zinc placés à l'intérieur et à l'extérieur du navire pour protéger sa coque. Au lieu que la ferraille soit bouffée par l'électrolysme que le bateau faut créer, c'est ce bout de ferraille qu'on bouffe au lieu que l'électrolysme bouffe la ferraille. Du côté des propulseurs, le capitaine a signalé une fuite d'huile, un problème de joint usé à l'intérieur des hélices. 2 tonnes de moteur à démonter et chaque pale pèse à elle seule 250 kg. Le plus difficile, c'est la manutention. Beaucoup de manutention. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, si tu n'as pas les pièces adéquates, il faut les fabriquer. Donc, ce qui fait après, on perd un peu plus de temps. Au lieu d'avoir un chantier d'1 semaine, on peut avoir un chantier de 2 semaines. Lutter contre le temps, c'est aussi le défi de ces ouvriers, car le Dory est sorti des usines norvégiennes en 1977, arrivé en Polynésie en 2004 pour desservir Rangiroa, Tikehau, Manihi et Ahé. Alors tous les 2 ans, on efface les traces d'usure. Il faut nettoyer le bateau avec des machines de pression, tout ça. On nettoie bien le bateau. Après, il y aura le ponçage aussi à faire. Et après, une fois tout fini le ponçage, donc on applique les couches de peinture. Donc, il y a les primaires, il y a les premières couches d'antifoline, deuxième couche. Et il y a aussi ce bleu-là à faire aussi, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Tout doit être prêt pour le 31 juillet, jour des derniers contrôles techniques, avant que le Dory ne reprenne le large, direction les Tuamotu. Et du sport, les bars ont aussi défilé, mais cette fois-ci sur le lagon de Punauia. La tradition a donc été respectée à la lettre. Il y avait toutes les catégories. Le départ des courses fut spectaculaire avec un plus. Les équipages étaient tous vêtus de paréo et ils portaient des fleurs, des courses lagonaires historiques, comme l'on dit, longues de 2500 mètres pour les jeunes et de 3500 pour les adultes. D'autres courses sont en projet. À ce propos, nous écoutons Roldof Apoari, c'est le président de la fédération tahitienne. Il répond à notre collègue Nicolas Suire. Le voici. C'est plus sur la culture, ces journées de course. Et aujourd'hui, donc, avec le maire de Punauia, nous sommes en train de voir de rajouter des courses lagonaires tout au long de l'année, soit avec les courses interquartiers, mais tout ça en course lagonaire, puisque la plupart de nos quartiers ne font pas tellement de grands sports, hein. C'est plutôt un sport de maintien, hein, de santé. Donc il y a les petites courses comme ça, 2500, 3500, donc c'est à la portée je pense, de cette population. De la belle œuvre maintenant, et ce, du côté de Ao, de la haute couture artisanale, avec un concours très original, la réalisation d'un grand tifafei, symbolisant les identités culturelles et créatives de chaque participante. Et les pièces ont une dimension tout à fait respectable, vous le voyez à l'écran, 2,60 m sur 2,40 m. Tout ceci a été réalisé en 24 heures chrono. L'art de la couture revient en force sur l'atoll, notamment grâce à des formations de haut niveau qui ont été dispensées là-bas. Nous écoutons une couturière, elle est au micro du correspondant Mathieu Allot. On nous a demandé le thème libre, alors tu vas réaliser ce que toi tu vas faire. Hein? Un dessin très simple, quoi, pour que ça finisse vite. Hein? Voilà. Et là, qu'est-ce que tu as choisi comme motif? C'est des fleurs papillons. Et le choix des couleurs, comment tu fais le choix des couleurs Ah, ça, c'est ma fille qui a choisi les couleurs. Hein? C'est elle qui a choisi au niveau des couleurs. Par contre, les fils, c'est moi qui ai imposé les couleurs pour marier, quoi, pour faire sortir la couleur. Hein? Et les sports traditionnels ont retrouvé en ce jour leur écrin légitime, le musée des îles, comme le témoignage vivant d'un art des êtres et d'une manière de vivre, dont les îles portent toujours et avec force le témoignage, des compétitions à nul autre pareil, qui demandent force et sagacité. Le lancer de javelot est l'exemple le plus parfait. Les spectateurs, eux, repartent ébahis. Reportage Nicolas Suire et Jérôme Lee.
C'est sans doute la discipline des sports traditionnels parmi les plus spectaculaires. Le lancer de javelot exige d'atteindre une noix de coco à près de 10 mètres de hauteur. Ce matin, 105 participants par équipe de 3 doivent placer chacun leurs 10 javelots. Tumurey fait partie d'une des équipes de Rangiroa. Recruté lors d'un championnat, il vient pour la première fois sur Tahiti. Il est très impressionné par la foule. Est-ce que tu arrives à lancer comme tu lances d'habitude, au milieu de ta forme? Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te gêne? C'est stressant vu qu'il y a du monde aussi. Donc c'est le monde qui te gêne un peu? Ouais. Il faut faire vite? On n'a pas l'habitude de participer avec autant de monde à Rangiroa. Tumurey a 8 manches pour améliorer son tir. Près de lui, son entraîneur Mawati, l'un des plus habiles de l'atoll de Rangiroa. Il nous avoue ne pas posséder de technique particulière. Son enseignement est basé sur beaucoup d'entraînement et une petite astuce. On attend le coco. Tu vois le coco? Quand il y a plus de javelot dessus, après le coco il va baisser. Et la pointe, là tu vas bien voir la pointe. Tu vois? Et c'est là où ça coûte le plus de points. Ça. Même s'ils ne l'emportent pas aujourd'hui, les compétiteurs sont heureux de participer et de continuer à faire vivre cet art. Le lancer un javelot, c'est notre tradition. C'est ça qu'on a pris, le javelot, que les anciens, ils ont pris avant. Et il ne faut pas qu'on laisse ce jeu-là. Ça va. Le lancer de javelot a un patrimoine culturel encore fortement présent dans les atolls des Tuamotu, dont les ressortissants en sont les champions. Qui sait, peut-être un jour, Tumurey en sera la référence. De belles images et ça continue jusqu'à dimanche. Merci de nous suivre, c'est quasiment la fin de ce rendez-vous d'information. Voici l'information principale de la journée, elle concerne évidemment la fête nationale, ici et à Paris, avec beaucoup de monde pour assister à ces défilés traditionnels. À Papeete, les corps militaires ont défilé devant les représentants de l'État et les élus indépendantistes, avec 2 mots, concorde et respect. On s'intéresse au programme de la soirée, évidemment. Le Haïva ici va nous retenir un long moment avec les gagnants et le beau spectacle qui vous ont fait frissonner pendant plus de 15 jours. Après la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, série un petit peu humoristique. Et après le jeu Fort Boyard. Merci d'avoir suivi l'actualité sur la première. Rendez-vous demain soir à 19h pour le journal français. Demain matin, réveil radio avec Abi Nera pour les informations du Fénois. Merci beaucoup, belle soirée et générique de fin avec le défilé du 14 juillet. À bientôt. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.